Barrigue ne tarit pas, ne faiblit pas. Merci à lui. Je vais maintenant demander à Viviane Keller, chef de l'unité de développement durable de l'État de Vaud, de nous rejoindre sur la scène, ainsi qu'à Christiane Fischer, qui est coordinatrice romande des magasins du Monde, Alexandre Marietto, chargé de communication de Solidar Suisse, en congé maladie, n'a malheureusement pas été en mesure de se joindre à nous ce soir. Donc, nous allons donc parler... Merci. Donc, voilà. Nous allons donc parler d'achat équitable et responsable. Et parce que l'article 71, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises ce soir, donc inscrit non seulement la coopération au développement dans la Constitution vaudoise, mais évoque en même temps, dans un même élan, la promotion du commerce équitable. Donc, on l'a vu tout à l'heure, cet article était projeté donc sur l'écran. Et désormais, donc, de nombreuses collectivités publiques assument leurs responsabilités sociales en matière de coopération et d'achat équitable. Et puis, il y a même un guide des achats professionnels responsables qui a été édité en 2010, voilà, que vous avez, que vous présentez, Viviane Keller. Ça a été édité donc, par les cantons de Vaud et de Genève, ainsi que par les communes genevoises. Alors, je me tourne d'abord vers vous, donc Viviane Keller, chef de l'unité de développement durable de l'État de Vaud depuis 2004. Qu'est-ce qui a changé en 10 ans? Alors, à quoi ressemblent aujourd'hui les achats responsables au sein de l'État de Vaud? Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation et de faire une large place à l'unité de développement durable. Je suis très fière d'être ici pour pouvoir promouvoir notre petite unité de 3,3 personnes en jargon administratif, 3,3 ETP, 330%, donc nous sommes peu en rapport avec les 26 000 employés de l'État. Et je tiens à vous saluer, je suis très heureuse d'être ici et surtout de savoir que de nombreux municipaux et personnes engagées au sein des communes sont présentes, car je tiens à rappeler que le canton, concernant la durabilité, au service des communes également, on n'est pas très bon dans la communication, mais sachez que vous pouvez me lancer un coup de fil, m'envoyer un petit mail et je me déplace volontiers pour vous soutenir si vous souhaitez mettre en place une démarche. Donc par rapport à l'entrée l'entrée en vigueur, je ne sais pas si on dit une entrée en vigueur pour une constitution de cet article 71, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai le sentiment que par rapport au commerce équitable, il y a d'autres priorités qui sont un petit peu venues à l'agenda politique, dans le sens qu'aujourd'hui on parle beaucoup de l'alimentaire, de la proximité, de produits du terroir. On sait qu'aujourd'hui il y a tout un catalogue sur les produits culinaires en Suisse. Et puis c'est vrai que le commerce équitable, il a perdu un petit peu de primeur, en tout cas au niveau du débat politique, au niveau du discours. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a justement une forme de concurrence entre le local et l'équitable, sous réserve bien entendu, j'imagine qu'il s'agisse du produit qu'on cultive ici en Suisse? S'il s'agit du café ou du thé, par exemple, j'imagine que ça ne se pose pas en ces termes. Alors, j'ai le sentiment qu'au niveau du discours politique et au niveau de la sensibilité des personnes, il y a une certaine concurrence. Mais il y a un très grand espoir via cette concurrence, c'est qu'aujourd'hui, si l'alimentaire devient vraiment un enjeu au niveau de l'agenda politique, je pense que vous avez remarqué que dernièrement, l'Office fédéral de l'agriculture a sorti des chiffres sur le gaspillage alimentaire que nous conduisons. Ils vont mettre sur pied toute une palette de sensibilisation des communes, des citoyens. Et puis en fait, l'alimentaire, étant donné que ça devient un sujet et que ça devient un grand enjeu, notamment aussi pour les... moi je ne peux pas le voir, je regarderai après, sinon je vais me casser la figure. Étant donné que l'alimentaire va devenir en fait quelque chose d'important au niveau de l'agenda politique, je pense que le commerce équitable va profiter de ce mouvement, parce que non seulement on pourra parler du produit du terroir, des produits de proximité, des produits locaux qui sont peut-être faits par les paysans qui sont proches de chez nous, mais c'est clair que pour le café, pour les oranges, pour les bananes, pour un certain nombre de textiles qui viennent des pays du Sud, ça sera aussi l'occasion d'en parler et de leur refaire une bonne place. Voilà. Donc vous, effectivement, Christiane Fischer, vous êtes coordinatrice romande des magasins du Monde. Si on rebondit sur le dessin de Barrigue, on peut rappeler qu'il y a effectivement 12 magasins du Monde dans le canton de Vaud, 12 magasins qui sont donc à la disposition et répartis sur tout le canton. Je ne sais pas s'ils sont ouverts ou pas le dimanche et la nuit, mais enfin ça c'est un autre débat. Et puis, justement, par rapport à ce que disait tout à l'heure Viviane Keller, est-ce que vous sentez qu'il y a par exemple, que le commerce équitable dans la politique d'achat, par exemple, des cantons et des communes, cède un peu le pas par rapport aux préoccupations
de faire des achats, notamment pour ce qui concerne l'alimentaire, de proximité, bio, etc., plutôt davantage auprès de producteurs locaux. Alors tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Alors, pour revenir à la question, effectivement, pour nous, en fait, les démarches du commerce équitable ou les démarches de promotion de produits locaux, c'est vraiment des démarches complémentaires. Il ne s'agit pas d'une concurrence. Et puis, si on rappelle la définition du commerce équitable, c'est en fait un partenariat commercial qui est fondé sur le respect, le dialogue, la transparence, dans l'objectif, en fait, d'atteindre une plus grande équité dans les relations commerciales. Donc, c'est tant au nord qu'au sud finalement. Et donc c'est vraiment dans l'idée de construire des alternatives commerciales qui soient justes, équitables, si possible d'un bout à l'autre de la chaîne de production et de commercialisation, et aussi de recréer, rétablir les liens entre producteurs et consommateurs qu'on a un peu perdus. Donc ça c'est vraiment tant pour les démarches locales que pour les démarches du commerce équitable. Et effectivement pour des produits qui ne peuvent pas être produits dans le canton de Vaud, comme le café, le thé, etc. Il faut vraiment s'assurer que les producteurs, à l'autre bout de la chaîne, bénéficient de conditions équitables et puissent vivre dignement de leur production. D'accord. Vous m'aviez dit donc que la commune de Morges, par exemple, achète des jus de fruits auprès des magasins du monde, donc commerce équitable. En revanche, au niveau du canton de Vaud, il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme pour introduire, par exemple, le café équitable dans les cafétérias donc, de l'administration ou Alors, lors de... Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la durabilité, ce qui est assez compliqué, c'est quand on désire intégrer des critères sociaux, environnementaux et économiques dans des appels d'offres publics parce qu'on dépense aussi beaucoup d'argent. Moi, je suis au département des infrastructures, donc vous voyez que le service des routes dépense pas mal d'argent. Eh bien, on touche toujours des aspects liés au management. C'est peut-être dur à dire, mais ça veut dire que si je me retrouve face à des ingénieurs qui font des appels d'offres et que chaque ingénieur a ses conditions générales propres, si moi je dois intégrer la durabilité puis qu'ils ont 15 conditions générales différentes, moi je ne peux pas travailler. Et en fait, au niveau des cafétérias, c'est un petit peu la même situation, dans le sens que il y a beaucoup de contrats au niveau des cafétérias, mais ils sont répartis dans des services différents. Et le jour où on dit, mais maintenant, il faut qu'on mette tous ces contrats, et puis qu'il y ait une personne qui les prenne en charge, puis qu'on essaie d'uniformiser un petit peu ce type de contrat en intégrant justement les critères de durabilité, bah, tout le monde est là en disant « Ouh là là, mais moi, j'arrive pas, je peux pas faire ça ». Donc, on bute un petit peu sur une question de cohérence du fonctionnement de l'État. Mais il y a quand même des choses qui bougent de manière très forte, dans le sens que Agridea, qui est une institution qui fait de la vulgarisation agricole, a fait un très gros travail et qui a évalué en fait toutes les manières d'acheter des produits alimentaires dans les EMS, dans les écoles, au niveau de Nestlé, au niveau du CHUV, des universités, parce qu'il y a 7 millions de repas qui sont servis par jour. Et ce qui est très positif, c'est que quand ils sont allés se renseigner auprès des cuisiniers qui font vraiment la popote pour les personnes âgées, les jeunes dans les crèches et autres, ces gens sont sensibles et ils font du bon boulot. Donc en fait, quand on commence à regarder, il ne faut pas forcément être alarmiste. Donc moi, je ne peux pas avoir une vision transversale de ce qui se fait à l'État, mais je fais aussi confiance au bon sens des personnes qui sont responsables de ces achats. D'accord. Concernant le café, c'est pas donc selon vous, c'est pas une question de goût, parce que des fois on a le sentiment que le café, donc Christiane Fischer, que le café donc vendu au magasin du Monde traîne une réputation de mauvais café, entre guillemets, qui ne correspondrait plus tellement au goût actuel. Est-ce que c'est une mauvaise réputation qui est toujours valable aujourd'hui, ou bien c'est dépassé pour le café? C'est effectivement un préjugé qu'elle a vie dure. Il faut peut-être rappeler que le café, ça a été le premier produit du commerce équitable qui a été commercialisé en Suisse romande en 1973 par les premiers magasins du monde, donc ça fait il y a 40 ans. Et effectivement, il s'agissait d'un café soluble, le café Oujama, peut-être ça rappelle des bons souvenirs à certains et certaines. Et effectivement, c'est un café à haute valeur symbolique, finalement, puisque c'était le premier produit équitable, mais il n'était pas très très bon, effectivement. Ensuite, en l'espace, il y a quand même 40 ans qui ont passé depuis, et puis il y a vraiment d'énormes progrès qui ont été réalisés, tant au niveau de la qualité qu'au
qu'au niveau de la diversité, aujourd'hui, on trouve plus de 100 sortes de café équitables en Suisse. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et 50% de ce café est aussi certifié bio. Donc, on a vraiment une qualité qui est très, très bonne et aussi une démarche environnementale qui est très importante. Voilà. Et si vous pouvez juste nous rappeler pourquoi c'est effectivement important d'acheter des produits équitables, parce que c'est intéressant de rappeler aussi que la Suisse est l'un des pays où le commerce équitable a le plus de consommateurs, puisque 8% donc, du café consommé en Suisse est du café équitable, ce qui est un beau succès. Ce qui est un beau succès, mais il y a encore un énorme potentiel, bien sûr. Et puis, si on reprend l'histoire du café, effectivement, le premier café du commerce équitable commercialisé a permis en fait, de sensibiliser déjà dans les années 70 aux réalités, aux conditions de vie des producteurs de café. Et là, malheureusement, les 40 ans qui ont passé n'ont pas vu énormément d'évolution ou de progrès à ce niveau-là. Les producteurs sont toujours dans des situations très précaires, ils sont très vulnérables parce que le cours du café est très, très volatile. Ils sont souvent isolés, souvent dépendants d'intermédiaires qui leur fixent des prix qui souvent ne couvrent pas leurs coûts de production. Donc il y a des situations d'exploitation, il y a des salaires de misère, du travail des enfants, donc c'est vraiment encore des situations dramatiques. Oui, tout à fait. Pendant qu'on fait la promotion du commerce équitable, le commerce inéquitable, lui, continue à tourner effectivement à plein rendement. Donc Viviane Keller, pour conclure, donc, qui dit achat responsable dit aussi avoir affaire à de nombreux labels dans toutes sortes de domaines, le bois, enfin toutes sortes de secteurs. Vous parlez volontiers d'une jungle des labels. Donc, pour conclure, si vous adressez à des communes, à des représentants par exemple communaux qui sont ici présents, qui souhaitent s'orienter vers des achats professionnels responsables, durables, etc., quel message leur faites-vous passer ? Est-ce que le fait qu'il y ait tous ces labels ne va pas les décourager ? Quels conseils leur donnez-vous pour... Alors, en tout cas, un des premiers conseils, c'est que nous, on met sur pied des cours concernant les achats responsables. Donc, si vous avez des responsables qui achètent du papier, de l'informatique, des vêtements de sécurité, etc., vous pouvez tout à fait nous demander conseil pour qu'on puisse mettre sur pied des formations. C'est complexe, mais c'est possible. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens qui achètent et qui intègrent des critères de durabilité, c'est une valeur ajoutée pour leur métier. Dans le sens que ça crée un réseau, ils apprennent des nouvelles choses, c'est tout à fait valorisant et ça, je pense que c'est important de le savoir. Actuellement, nous avons 6 groupes thématiques qui se voient 3 fois cette année en 2013 et ça fait environ 120 personnes qui sont inscrites dans ces cours. Et moi, j'espère petit à petit distiller ces principes de durabilité dans la politique d'achat parce que c'est clair que les collectivités en Suisse sont 3 et 4 milliards dépensés par année et je pense qu'il y a vraiment une très grande marge de manœuvre. Donc, vous pouvez tout à fait vous adresser à nous. Et puis, ce que j'aimerais aussi dire, c'est que quelque part, il faut convaincre les juristes. Il faut savoir que les bases légales existent. L'article 16 du règlement sur les marchés publics dit qu'on peut imposer un critère, un critère environnemental internationalement reconnu. Ça veut dire que si on exige par exemple du papier recyclé Blue Angel, qui est un critère de durabilité fait par l'État, enfin par l'Allemagne, eh bien, une entreprise qui ne propose pas du papier recyclé Blue Angel, on peut l'éliminer, on peut l'exclure. Et ça, je crois que c'est important de savoir qu'on peut convaincre les juristes. Et nous, on a pas mal d'expérience aussi au niveau de l'informatique. On a fait un appel d'offres pour 27 millions dans le cadre du partenariat d'achat informatique Roman, où on a réussi à intégrer des critères sociaux qui valent 20% du poids de l'adjudication. Et il faut bien se dire qu'on doit pouvoir avoir des exigences face à un marché qui doit pouvoir nous répondre. Parce qu'aujourd'hui, si on impose des critères de durabilité pour l'informatique, puis qu'on dit à HP, bon, on veut être sûr que vous respectez les normes de l'OIT, on ne peut plus acheter un seul ordinateur. Donc on doit aussi s'adapter au marché, et puis il y a un très grand savoir-faire, donc contactez-moi, en gros. D'accord, le message est passé. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc on va en rester là pour l'instant. On vous retrouvera tout à l'heure pour le débat avec le public.